Lors d'une sortie scolaire qui paraissait tout à fait banale, un jeune homme décide d'emmener un groupe d'enfants explorer l'une des grottes les plus périlleuses de la campagne américaine. Tout le monde s'attendait à une excursion tranquille, mais en quelques heures, l'enthousiasme laisse place à la panique, et ce qui devait n'être qu'une aventure pédagogique devient une course contre le temps, le froid et, comme vous allez le découvrir, contre les limites du corps humain lui-même. Bonjour et bienvenue à nouveau sur Abysseur. Installez-vous confortablement, car aujourd'hui, nous allons revivre une histoire d'exploration souterraine qui a très mal tourné. Et bien sûr, si ce genre de contenu vous plaît, n'oubliez pas de laisser un like. Cela m'aide énormément. Le 9 avril 2005, un jeune homme de 20 ans, Richard Harness, encadrait une excursion composée de 12 enfants surexcités, partis découvrir les profondeurs de l'une des grottes les plus connues et les plus dangereuses de la région. La grotte du repère du diable. Richard s'estimait suffisamment expérimenté pour mener cette sortie scolaire à travers les galeries souterraines sous les monts Ozark. Il y était déjà venu, et cette familiarité lui donnait confiance, peut-être un peu trop. Pendant que Richard expliquait les consignes de sécurité, Melissa Jones, une autre accompagnatrice, restait à l'extérieur de la grotte en attente d'un deuxième groupe d'élèves qu'elle guiderait plus tard dans la journée. Dehors, la météo était agréable avec une température d'environ 20 degrés Celsius. À l'intérieur, dans les couloirs de calcaire, il faisait 13 degrés de façon constante, suffisant pour que le froid s'infiltre progressivement dans le corps au fil du temps. Les enfants, âgés de 8 à 12 ans, débordaient d'impatience en ajustant leur casque et en allumant leur lampe frontale. Aucun d'entre eux n'avait jamais exploré une grotte naturelle. Leur seule expérience souterraine venait de visites touristiques, dans des grottes aménagées avec des sentiers balisés et un éclairage artificiel. Richard transportait un petit sac à dos contenant des petites bouteilles d'eau, des barres de céréales, une trousse de premiers secours et des piles de rechange. Tout semblait prévu pour une sortie de 3 heures maximum. Mais ce qu'il n'avait pas anticipé, c'est qu'en 6 mois, depuis sa dernière venue, il avait pris environ 7 kilos. Un détail qui lui avait paru insignifiant lorsqu'il s'était porté volontaire, mais qui allait s'avérer décisif. À 11h30, le groupe avait déjà franchi une série de galeries horizontales de plus en plus exigeantes. Les enfants, petits et légers, passaient aisément dans les passages étroits où Richard devait retenir sa respiration et tordre son corps pour se faufiler. Chaque obstacle franchi renforçait leur illusion de sécurité. Ils arrivèrent alors à un passage plus délicat, une fente verticale d'environ 25 cm de large et 1,80 m de haut, reliant 2 couloirs horizontaux. À la lumière de sa lampe, Richard distinguait que l'espace de l'autre côté offrait un peu plus de place, juste assez pour ramper à genoux. Il appelait cela une salle, bien qu'il ne s'agit que d'un couloir légèrement élargi. Richard se souvenait avoir emprunté ce passage lors d'une précédente visite et le jugea accessible. Il décida donc de laisser les enfants passer les premiers, sous sa supervision, avant de les rejoindre. Un par un, ils se glissèrent de côté dans la fente étroite. Leurs corps fins se frottaient contre la roche glacée. Certains se plaignaient en sentant le contact rugueux du calcaire sur leurs côtes. Mais tous réussirent à passer, émergeant dans le tunnel suivant, éclairant le plafond bas avec leurs lampes. Vint le tour de Richard. Il tourna son corps et s'engagea dans la fissure. Dès les premiers centimètres, il remarqua que les parois étaient plus serrées que dans ses souvenirs. Sa poitrine touchait un côté tandis que son dos frottait l'autre. Malgré tout, il insista, rentrant son ventre et poussant en avant. Mais arrivé à mi-chemin, il se retrouva coincé. Le passage se resserrait imperceptiblement, juste assez pour empêcher le passage de ses hanches, légèrement plus large que son torse. En tentant de reculer, il se rendit compte que l'angle l'en empêchait. Il était pris au piège. Coincé, incapable d'avancer ou de reculer, compressé au niveau de la poitrine, Richard fut submergé par une panique totale. Son cœur battait à toute allure, sa respiration devenait difficile. Pire encore, les 12 enfants étaient bloqués de l'autre côté, hors de portée de toute aide à cause de son erreur de jugement. Son propre corps était devenu un obstacle infranchissable. De l'autre côté, la joie initiale des enfants se mua rapidement en terreur. Ils regardaient, stupéfaits, leur guide adulte coincé entre les rochers. Certains restèrent figés. D'autres commencèrent à pleurer en silence. Les plus âgés rampèrent jusqu'à la fente pour tenter de voir Richard. Le spectacle était glaçant. Il était immobile, encastré dans l'étroite faille verticale, incapable de bouger.
La sécurité qu'il ressentait en sa présence venait de s'effondrer. S'il ne pouvait pas se sortir de là, qu'il pourrait? Pendant ce temps, à l'extérieur, Melissa Jones consultait sa montre. Il restait plus de 3 heures avant l'heure de retour prévue, fixée à 15 heures. Ignorant totalement le drame en cours, elle profitait du soleil printanier, jetant un œil de temps à autre vers l'entrée de la grotte. À l'intérieur, la première demi-heure fut marquée par des tentatives désespérées de libération. Chaque mouvement de Richard ne faisait que l'enfoncer davantage. Ses hanches agissaient comme une ancre. Les enfants observaient avec une angoisse croissante ses efforts inefficaces. Son souffle se faisait court, les mouvements ralentissaient. Le froid, jusque-là discret, commençait à se faire sentir. Sans mouvement, la chaleur corporelle chutait rapidement. Richard, malgré sa situation critique, parvint à donner des instructions. Il leur demanda de se regrouper pour conserver la chaleur. Mais son propre état se dégradait à vue d'œil. Suspendu dans le vide, ses jambes commençaient à s'engourdir. La circulation sanguine était perturbée. C'était le début d'un syndrome grave appelé syndrome de compression, potentiellement mortel si certaines zones du corps sont privées de sang trop longtemps. Au bout de 2 heures, l'air devenait difficile à respirer. Avec 13 personnes partageant le même espace confiné, la concentration de dioxyde de carbone augmentait. Apparurent alors les premiers signes. Maux de tête, vertiges, nausées. Les corps réagissaient au changement d'atmosphère. Dehors, Melissa n'avait toujours aucun indice de ce qui se passait. Le signal d'alerte ne devait être donné qu'en cas de dépassement horaire. Et ce moment approchait à grands pas. À la 3e heure, certains enfants ne bougeaient plus. Les réserves d'eau étaient presque épuisées. Et la déshydratation accentuait les effets de l'hypothermie. 2 des plus jeunes s'étaient même endormis malgré les tentatives de leurs camarades pour les garder éveillés. Un symptôme alarmant du refroidissement corporel. À 15 heures, Melissa comprit qu'il y avait un problème. Elle alerta immédiatement les gardes du parc qui déclenchèrent une opération de secours. Mais de précieuses heures avaient déjà été perdues, durant lesquelles la situation souterraine empirait dangereusement. Quand les secours parvinrent enfin à localiser le groupe, ils furent sidérés. Richard était toujours coincé dans la faille verticale, à bout de force. Les enfants, bloqués de l'autre côté, ne pouvaient être secourus tant qu'il obstruait le passage. Les premières tentatives furent catastrophiques. Gardiens du parc et pompiers locaux, non formés au sauvetage en grotte, commencèrent à frapper la roche à coups de marteau et burin. Chaque coup résonnait dans la grotte, risquant de déstabiliser la structure. L'un des sauveteurs se brisa même la main dans un mauvais geste. La situation demandait autre chose que de la force brute. 2 heures plus tard, une équipe spécialisée du comté de Washington arriva. Elle comprit rapidement que briser la roche serait inutile et risqué. Elle opta pour une intervention directe sur le corps de Richard. Grâce à des sangles en nylon tubulaire, utilisées en escalade, ils créèrent des boucles pour les glisser sous ses bras. Par une manœuvre coordonnée, ils réussirent à le hisser de quelques centimètres vers une section légèrement plus large. Ils découpèrent aussi son jean, qui accentuait la compression. Après 5 heures coincé entre les parois, Richard fut enfin dégagé. Le retour du sang dans les zones comprimées lui provoqua une douleur fulgurante, comme des milliers d'aiguilles transperçant sa peau. Tandis que Richard était extrait, les sauveteurs se ruèrent pour libérer les enfants. Ils commencèrent par les plus affaiblis. Les aidant un à un à traverser le même passage. L'équipe spécialisée agissait avec calme et méthode jusqu'à ce que les 12 enfants soient hors de la grotte. À l'extérieur, des équipes médicales attendaient. 2 des plus jeunes furent immédiatement transportés à l'hôpital. Malgré le choc émotionnel, la majorité réagit bien aux soins initiaux et fut envoyée pour des examens. Aucun n'a gardé de séquelles physiques durables. Richard, bien qu'il soit sorti en marchant, sous l'effet de l'adrénaline, conserva des séquelles physiques et mentales importantes. Quant aux enfants, qui avaient vu leur seul guide coincé entre 2 parois de pierre, ils garderaient le traumatisme de cette expérience pour très longtemps. Si cette histoire vous a captivé, attendez de découvrir celle qui s'affiche maintenant à l'écran. Elle commence comme une aventure tout aussi simple, mais se termine bien plus tragiquement. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si vous avez apprécié. Cela me soutient énormément. Merci du fond du cœur pour votre présence et à très bientôt pour une nouvelle histoire.